crois que finalement, la décennie 2010, il y a davantage de continuité que ce que l'on pense dans la gestion américaine des interventions militaires et des alliances. Il y a pas mal de continuité en fait entre Obama et Trump. Je dirais que c'est à la fois l'ère des interventions réticentes et des alliances fragilisées. Et c'est valable à la fois, chacun à sa manière bien sûr, pour Obama et pour Trump. Les interventions réticentes, on a vu un Obama peu désireux d'intervenir en Libye, par exemple, peu désireux aussi de poursuivre l'aventure irakienne et afghane, même s'il a hésité, même s'il a, dans un premier temps, accru le nombre de soldats américains en Afghanistan. Réticence aussi, bien sûr, en Syrie. La diplomatie française a été très marquée par l'abstention américaine à l'été 2013. Du côté de Trump, on voit un président qui, lui aussi, est assez réticent à utiliser la force, mais qui pourtant peut le faire de temps en temps. On l'a vu justement en Syrie où il a fait, comme c'est son d'habitude, j'allais dire sa manie presque, et il a voulu faire ce qu'Obama n'avait pas fait. Et puis en même temps, il y a une fragilisation des alliances militaires. C'est cohérent d'ailleurs, des interventions plus réticentes et des alliances moins solides. Là encore, il ne faut pas oublier que Trump n'a pas été le premier à fragiliser ces alliances et que sous Obama, on avait par exemple une forte tension entre Washington et la Pologne. On avait aussi une sorte de négligence perçue du côté de l'Australie, qui est pourtant un allié américain, un allié important pour les États-Unis. On a eu une vraie crise avec la France pendant l'été 2013, et on a eu des très fortes tensions avec un autre allié important qui est Israël. Donc vous voyez, je crois qu'on ne peut pas dire que sous Obama, toutes les alliances allaient bien, et que sous Trump, elles vont toutes mal, parce que Trump, de son côté, même s'il a bien sûr, on le sait, fragilisé des alliances importantes, et en premier lieu l'OTAN, il a aussi consolidé d'autres alliances, notamment avec l'Arabie saoudite et avec Israël. On ne peut pas faire d'Obama rétrospectivement un président qui avait des relations parfaites avec ses alliés, et de l'autre, un Trump qui a des relations exécrables avec tous les alliés. Donc je crois finalement qu'il n'y a pas de rupture fondamentale entre Obama et Trump. Il y a une certaine continuité, il y a d'énormes différences, mais il y a une certaine continuité qu'il ne faut pas oublier et qui justement nous interpelle, nous Français, nous Européens, sur la pérennité de l'engagement américain en Europe. Et puis je crois qu'on ne peut pas parler non plus de repli américain, repli militaire américain. Il y a eu plutôt du côté sous l'ère Donald Trump, il y a eu plutôt un renforcement dans certaines régions du monde, je pense à l'Europe, de la présence militaire américaine. Donc, on ne peut pas caricaturer Trump, qui pourtant se prête volontiers à la caricature dans beaucoup de domaines. On ne peut pas caricaturer Trump en disant que ça a été le président d'un repli militaire massif américain, alors que sous Obama, les choses étaient restées en l'état. Ce qui caractérise aussi les interventions militaires américaines et d'ailleurs plus généralement occidentales au cours de l'année 2010, c'est une volonté de passer d'interventions très lourdes impliquant des armées, des forces terrestres en grand nombre déployées sur les théâtres d'opérations sur la durée, à des opérations que l'on souhaiterait plus légères, avec un recours de plus en plus important aux forces spéciales. Là encore, ce n'est pas seulement américain, c'est véritablement une tendance générale. Et aussi, presque surtout, parce que c'est l'une des grandes nouveautés militaires de la décennie 2010, un recours massif aux drones armés qu'on a vu apparaître dès le début des années 2000, bien sûr, en Afghanistan, au Yémen et dans d'autres endroits, mais qui, sous Obama, sont véritablement devenus un instrument militaire privilégié pour les États-Unis. J'ai coutume de dire que le drone armé avait été à l'ère Obama, et puis ça a demeuré sous Trump. Le drone armé est devenu pour le Pentagone dans la décennie 2010 ce qu'avait été dans les années 1990 pour l'Amérique le missile de croisière. Missile de croisière qui était un petit peu vu comme qui était paré de toutes les vertus, l'intervention à distance, des frappes précises. Bon, évidemment, c'est jamais aussi simple que ça, mais j'ai l'impression que le drone armé a un petit peu pris la place de ce qu'était le missile de croisière, qui demeure bien sûr dans la panoplie américaine. Quand on fait le bilan des interventions militaires américaines et occidentales plus généralement, il est toujours très tentant d'être extraordinairement critique en parlant d'effets régionaux indésirables, de déstabilisation. Alors, je crois qu'il faut faire attention à pas être trop sévère. Je crois que la déstabilisation, certes, mais
c'est pas comme si ces pays, ces régions dans lesquelles les États-Unis sont intervenus étaient parfaitement stables auparavant. Je crois qu'on ne peut pas approuver rétrospectivement la manière dont les États-Unis sont intervenus en Irak, mais pense-t-on sérieusement que l'Irak, au milieu de la séquence des révoltes arabes et avec la guerre civile en Syrie, serait resté un État totalement stable et pacifié, fût-ce par la violence? Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent la capacité de ces pays à rester dans des situations belligènes pendant plusieurs décennies. Moi, ce qui me frappe beaucoup, puisque j'accorde beaucoup d'importance aux questions démographiques, et ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir que du point de vue démographique, un pays comme l'Afghanistan, un pays comme l'Irak, ce sont des pays qui ont des situations en termes de pyramide des âges, en termes de structure de la population, extraordinairement favorables, malheureusement pour eux, à des situations belligènes de longue durée. Donc je ne vais pas tout rejeter sur la démographie, mais je dirais qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte quand on essaie d'expliquer les effets indésirables, les effets négatifs des interventions militaires occidentales. Et puis, il y a aussi l'intervention d'acteurs extérieurs. Sur la Syrie, je n'ai pas besoin de détailler, mais en Afghanistan, depuis une décennie, on a vu aussi l'intervention d'acteurs tels que la Russie et l'Iran, qui chacun à leur manière peuvent compliquer la situation. Je crois qu'il faut se méfier de ne pas tout rejeter sur l'Amérique, c'est parfois un peu facile. Je crois que le vrai problème, au fond, pour les interventions militaires, et pas seulement pour l'Amérique, c'est plutôt leur rapport coût-efficacité. Elles sont extraordinairement coûteuses. L'Afghanistan, je crois qu'en 20 ans, c'est quasiment 2000 milliards de dollars. C'est faramineux. Et pour un résultat qui n'est pas forcément seulement négatif. Moi, je suis allé en Afghanistan et j'ai vu qu'il y avait très peu de gens qui regrettaient l'intervention américaine, l'intervention des Occidentaux et de l'ONU et de l'Europe aussi, et bien sûr de la France. Mais je crois qu'il est tout à fait légitime de s'interroger sur le rapport coût-efficacité de ces interventions. Énormément d'argent, énormément de vies qui ont été données, énormément de coûts divers, matériels, humains, pour des résultats qui ne sont pas toujours probants. Donc je crois, pour moi, plutôt que de parler de succès ou échec des interventions militaires américaines, et là encore plus largement occidentales, d'ailleurs on peut aussi se poser des questions sur l'investissement que nous faisons au Sahel, nous Français, et nous Européens aussi, et sur le coût-efficacité de cette opération. Mais je crois que c'est vraiment un problème général et qui amène à s'interroger sur la manière dont nous concevons, dont nous opérons ces interventions et sur le bon moment, bien sûr, d'en sortir. Il n'y aura jamais de triomphe, il n'y aura jamais de succès militaire stratégique qui donne le signal du départ de manière évidente. Ça sera toujours un choix politique. Y aller, c'est toujours un choix politique. En sortir, c'est toujours un choix politique. Et je crois qu'il faut essayer de trouver le bon moment du point de vue du rapport coût-efficacité de ces opérations.